Est-ce que j'ai dit que de Paul Biya? Non, je ne parle pas de Paul Biya. Je parle des institutions. La perception de la population, celle qui dirige l'opération intervient. En fonction de votre capacité de les manipuler. Ne venons pas jouer à la Philippe Bouchissé. Monsieur Etundu Yono, ce n'est pas Paul Biya qui a demandé qu'on l'arrête. Devant le président français, il a dit ça, monsieur, travaille bien. Tout à fait. Mais et tu étais son avocat. Il ne faut pas venir jouer à la comédie. Avocat d'Etundu Yono. Oui, il ne faut pas venir jouer à la comédie. Nous sommes dans un truc très sérieux. C'est très de la grave. file jusqu'au palais, on est corrompu. On ne peut pas jouer à ça parce qu'on a passé le temps à jouer à ça. L'opération épervier est dans un tout. Il y a des clans qui se neutralisent. Le policier qui prend déjà 500 francs sur le mototaximène, c'est lui qui fait l'enquête. Non, mais je pense qu'on ne parle pas la même chose. Moi, je n'ai pas. Vous allez réagir tout à l'heure. Oui, Vous allez il faut réagir. vraiment que je Vous allez réagisse. réagir. C'est grave. Vous allez réagir. S'il vous plaît. Allez-y, Taf. C'est ça aussi le problème. Quand on arrête le type de tel village, tout le monde dit cette opération est payée de pas bonne. Ça se voit sur ce plateau. Je vous dis que structurellement, le policier est déjà corrompu avec le mototaximène. C'est lui qui fait l'enquête préliminaire. Avant qu'elle n'arrive au TCS ou chez le président du tribunal, qui n'est pas souvent sur le terrain. Quelle que soit sa volonté de vouloir bien faire son travail, à la base, c'est faussé. Il faut qu'on regarde ce côté-là. Je vous ai dit qu'il y a des incompétences dans le circuit. Je pèse mes mots. Un jeune fonctionnaire qui ne connaît rien a donné 3 ans d'emprisonnement ferme au DG du port. C'était pas Paul Biya. Il est là, il est actuel là, non? Quand vous revenez avec la deuxième affaire du conteneur, on se souviendra qu'au départ, on a mal commencé. C'est ça qui fait la perception de la population vis-à-vis de l'opération épervier. Vous avez dans les ministères ce qu'on appelle les aides à la décision. Ce n'est pas vous qui nommez votre chef de service, vous proposez. Parfois vous le trouvez en place. Si du chef de bureau jusqu'à l'inspecteur général des services censé aider le gestionnaire qui n'est pas, je n'allais pas dire compétent, mais qui n'est pas dédié à la fonction. Il est ministre, il va repartir demain. Il y a des gens qu'on a nommés pour l'aider à prendre la décision. Et j'extrapole. Il y a des gens que la République a nommés, même du gouvernement, pour aider le président de la République à prendre la décision. Absolument. Si c'est d'abord le policier qui manque, le président du tribunal. Vous voulez que je conclue? Non. Très bien. Je veux d'abord évacuer ça. Il faut que chacun fasse son job. Voilà. Simplement. Oui, justement. Chacun doit faire son job. Structurellement, maître. Les vols et les corruptions, ça vient du fait que nous sommes une république d'équilibre. Comme l'a dit mon grand frère tout à l'heure. Les plans quinquennaux de développement ont arrêté le développement à un endroit. Vous le savez? À l'époque, le chef de bureau savait qu'il fait 6 ans. Il démonte le chef de service, il pousse l'autre. L'autre fait de 9 ans, il pousse le sous-directeur. Jusqu'à ce qu'on s'arrête, je crois, à inspecteur général. Mais vous avez des bambins qui sortent les dames à 28 ans qui sont inspecteurs général. Comment voulez-vous qu'ils soient des aides à la décision du gestionnaire quand vous avez choisi comme bouc émissaire parce que c'est une opération de communication politique? Les gens n'ont retenu que l'opération de communication politique. Il est donc temps que l'on change le magistère, le modus operandi. Que chacun joue son rôle. Afin qu'on établisse réellement la responsabilité et nous éviter des procès où, parce qu'on a dit 100 milliards, tout le monde s'y engouffre, on finit l'élection, on oublie que c'est 100 milliards et on commence à chercher que les conseils d'administration ne soient pas des aides à équilibrer, je ne sais pas quoi que ce soit, que ce soit des gens intéressés. Je termine par là, vous n'aimez pas, je suis conseiller régional. Libérez Yaoundé. Oui, justement. Un point d'eau aménagé, quelqu'un sort de Guidigis pour venir faire ça chez nous au village. Qui va aider à surveiller si le gars a détourné, c'est la pas dit. D'accord, on le permet, maître. 30 secondes, vraiment, 30 secondes. Il y a une distinction véritable à faire entre les institutions chargées de contrôler la gestion et la qualité de la gestion. Le président de la République, puisque j'ai parlé de lui,
a la mission de contrôler la gestion. Et quand ils se rendent compte que la gestion ne marche pas bien, ils interpellent. D'ailleurs, là, il a la loi. Vous savez, on parle ici, on ne parle pas des lois. C'est ça les lois. Il transmet à l'institution qui est chargée de sanctionner. D'accord. Or, on s'est comporté, et c'est ce que je dénonce, avec l'opération Épervier, comme si l'institution chargée de contrôler, de sanctionner, c'est l'institution présidentielle. Et c'est ça qui tue. Non, c'est pas un jeu de mots. D'accord, maître. D'accord, maître. Non, justement, il y a séparation de pouvoir. D'accord. Il n'y a pas de qui peut le plus, peut le moins dans cette affaire. D'accord, merci. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, maître, pour cette précision-là. Saint-Éloi Bidoum, on a connu les cas Bapes, où le président n'était même peut-être pas au courant de ce qui s'est passé. On l'a jeté quelques heures en prison et puis on l'a finalement libéré. Est-ce que c'est pour dire qu'à un moment donné, l'opération Épervier qu'on attribuait au président de la République a échappé au président de la République? Je ne pense pas que l'opération Épervier ait échappé au président de la République. Je crois que le président a su tirer profit des effets de l'opération Épervier pour son compte politique. Pas toujours. Hein. Je dis que quand on a jugé le maréchal Pétain en France, on a fait le procès de la nation. On a jugé un président, on a jugé des ministres, on a jugé des magistrats, on a jugé des universitaires, tout. Ouais. C'est pas normal. Pourquoi? Parce C'est que normal. il s'était produit quelque chose qui nécessitait la refondation de l'État. Vous pensez qu'il faut une refondation de Il l'État? faut une refondation totale. Elle est structurelle. Je serais curieux de savoir comment va se terminer l'opération Épervier au Cameroun. En France, l'opération main propre s'est terminée par l'arrestation de tous les quadras qui avaient des ambitions politiques. Michel Noir, Gérard Longuet et autres. Même actuellement en France. C'était une opération d'épuration politique qu'on a cachée derrière l'opération main propre. En France, en Italie, comment s'est terminée l'opération Manipulite? Par l'assassinat du juge Giovanni Falcone, par l'assassinat du juge Paolo. On ne le souhaite pas pour le Cameroun. Borsalino. Attendez, par l'assassinat du juge Borsalino et par l'arrestation du président de la République qui était en fait à la tête de la mafia. Vous imaginez une femme comme ça au Cameroun? Vous attendez la On réaction n'imagine du pas. président? Non, on n'imagine pas. Il faudrait leur dire qu'il est On n'imagine pas. Il faudrait donc... Retenons que vous êtes curieux de savoir comment ça va se passer au Cameroun. On va sortir de cette affaire comment? Parce qu'on a quand même l'impression que justement, ça s'imbrique, ça devient compliqué. il faudrait que le président, parce que même si Dieu se trompait de calcul, le président ne sera plus président en 2032. Donc, il faudrait que ce septennat soit le septennat Des réformes. des réformes. Il a annoncé les réformes institutionnelles. Est-ce qu'il a les moyens? Pourquoi Quand il ne vous pas voyez, C'est le non, président de la justement, République. Nous sommes ces Pourquoi est-ce que vous l'interrogez encore? Il a les moyens. Vous voulez bien croire qu'il a les moyens. Il n'a pas de moyens pour la simple raison que la Chambre des comptes a rendu public son rapport C'était pas son rôle. et a indexé, C'était pas son rôle. a constaté la faillite des institutions. Et ce sont ces mêmes personnes qui continuent à être sur Mais au moins de façon fraîche dans nos mémoires, il a annoncé la c'était le réforme rôle des de qui? institutions. Il a annoncé la réforme des institutions. Justement, D'accord. Et ce secteur devrait être celui-là. on se serait donc, on aurait donc pensé. Public. Pourquoi vous voulez me distraire? Oh, non, on ne parviendra pas. Vous voulez me distraire? On ne parviendra pas. Allez-y, vous avez quelques secondes. Je suis de ceux qui pensent que... Elle remet à quelqu'un. Je suis de ceux Oui, qui la pensent manipulation de que... l'opinion, ça passe pas. S'il vous plaît. Oui, Saint-Éloi. Je suis de ceux qui pensent On a que des problèmes. Va dire. l'opération Épervier n'aura servi qu'à écarter sur la voie du président tous ceux qui auront
permis au destin du Cameroun de changer. Mais Et à ce titre, Franck ne croit pas beaucoup. à ce titre, Oui, chuter. à ce titre, je crois que le président devrait tirer les conséquences Je risque D'accord. d'oublier. en rendant Faut le rappeler. tablier. N'oubliez rien. Faut taper. Oui. SRC. Allez-y voir les noms qui sont là-bas. La majorité est devenue opposant. Politiquement, il paraît que dès que vous êtes opposant dans ce pays, vous êtes à l'abri. Les procès judiciaires. Allez, je vous dis, je ne parle pas beaucoup. Mais Allez d'accord. au Foga. Beaucoup S'il vous aussi plaît. sont devenus Allez au Foga députés. peu. C'est mort, mais il y a les archives. C'est mort. Allez à la SRC de Touno Yono. Pas celle d'aujourd'hui, qui arrête les cuillères et les fourchettes. Regardez les noms des gens. Prenez les 400 partis politiques créés avant mon petit frère. Vous allez comprendre que... D'accord. Alors, la femme me dit rapidement. Vous voyez que les aînés sont en train de vous faire des tacles par derrière. Les aînés font des tacles par derrière. Alors, vous ne croyez pas absolument à la thèse développée par Saint-Éloi Bidou qui reste dans l'épuration politique. Écoutez, à titre personnel, je suis désolé que c'est 20 ans après qu'on fasse le bilan. Et doublement désolé que c'est à la suite de la sortie de prison des gens qui ont normalement purgé leur peine. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ils ont payé le prix que la société leur a donné. Il n'y a pas à retourner le couteau dans la plaie. Je voudrais dire que ça ne doit pas du tout être un prétexte pour faire l'opération Épervier. Nous avons en tant que... Pour faire le bilan. Pour faire le bilan, non. Ça ne doit pas être le prétexte du tout. Absolument pas. Il faut avoir de la pudeur. Parce que la peine pénale, c'est ce que nous disons que monsieur, vous avez fauté et vous payez. Il y en a qui fuient. Oui. Il y en a qui se suicident. Mais eux, il y en a aussi qui acceptent. Et lorsqu'ils ont purgé leur peine, vraiment, excusez-moi, il faut les laisser tranquilles. Vous n'êtes pas de ceux qui nous ont fait ce procès-là, d'avoir fait la couverture de cet événement, qui font le procès aux familles qui ont célébré leur retour à la maison? Oui, c'est ce que je dis. J'ai vu les images de personnes très âgées qui pleuraient. Pas parce qu'ils souffraient, parce qu'ils avaient rencontré leur maison où ils habitaient, ils pleurent. J'ai l'impression qu'on n'a pas assez expliqué ou bien compris ce qui se passait. Les familles même ont très mal réagi en exposant ces personnes de cette manière. Parce que c'est des personnes qui ont souffert. Vous avez beau être de ceux ou de celles qui les assistaient pendant qu'ils étaient en détention, vous ne pourrez jamais mesurer leur propre souffrance. Moi, je m'en prévaux un peu en qualité d'avocat parce que je les aborde. J'ai discuté avec certains d'entre eux ou d'entre elles. Et je dis, pour le moment, vraiment, je refuse que cette libération ou cette Sortie de prison. Sortie de prison Oui. soit le prétexte à un bilan. Maintenant, si cela est dit, l'opération Épervier est une opération qui mérite, ou je veux dire qui méritait un bilan, qui n'a pas eu lieu. Tout a été fait pour qu'il n'y ait jamais de regard sur le bilan de cette opération, parce que manifestement, elle doit se poursuivre de la même manière. Écoutez, mon cher, cette opération peut vous attraper là où vous êtes. Trouvez un motif, vrai ou faux. Exploitez les médias. Vous collez un détournement des deniers publics et allez en prison pour 20 ans. Alors que vous n'avez même jamais effleuré une caisse publique. Je n'exagère pas. Quoi, que l'opération Épervier n'est qu'un montage. L'opération Épervier telle qu'elle s'est passée, sans fondamentalement chercher à telle s'y dans le qu'elle fond. s'est passée, c'est une opération qui avait pour mission d'utiliser l'instrument, l'institution judiciaire, comme une politique publique.
c'est-à-dire le pouvoir exécutif, ou le tenant de pouvoir, ou bien le chef de l'État, ou bien ceux qui en tiennent lieu, utilise la justice d'abord pour dire au peuple, écoutez, on a travaillé, il y a beaucoup, mais vous souffrez parce qu'il y a les gens qui ont volé l'argent. Et il fallait justement mettre un contenu à cette politique. Et on a utilisé la justice. Mais ça peut aussi venir de ce peuple qui demandait au président de faire quelque chose. Mais justement. À l'époque, il demandait des preuves. Mais justement. La première pression est allée du peuple vers le président. Justement, attendez. On a mis le peuple dans une situation où vous ne pouvez pas aller planter votre plantain et le sortir pour l'amener au marché, il n'y a pas de route. On a mis le peuple dans une situation où vous ne pouvez pas, avec votre argent que vous avez travaillé dur, aller au marché acheter du poisson parce qu'il n'y a pas du poisson. Il faut qu'il soit importé. C'est-à-dire l'incompétence gouvernementale a produit un peuple exsangue de misère, un peuple anéanti. Et pour que le peuple se lève, il doit demander des comptes. D'accord. Et pour répondre, on doit trouver ce qu'on appelle normalement un bouc émissaire. Et l'opération Épervier, à mon humble avis, a surtout été un bouc émissaire. Je ne dois pas finir sans dire qu'il y a des détournements de deniers publics au Cameroun. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Oui. Il y a des dénonciations, ça, c'est certain. Et ces dénonciations, regardez bien, vous êtes journaliste, ne font l'objet d'aucune poursuite. D'accord. François Bikoro, on a l'impression que 20 ans plus tard, on peine encore à comprendre même le sens et l'essence de l'opération Épervier. Faisons d'abord le bilan. Les gens qui ont vécu au Cameroun comme maître et moi et mon grand frère ne peuvent pas dire que si l'État, lui, n'a pas fait le bilan, nous, on n'a pas fait le bilan. Le premier problème de l'opération Épervier, c'est que vous avez menti aux populations qu'il y a que les gens qui travaillent dans le public qui volent. Voilà. Oui. Prenez la corruption. Vous avez oublié que le mot corruption, c'est deux choses. Corrupteur Et corrompu. et corrompu. Toutes les institutions censées lutter contre la corruption sont publiques. C'est-à-dire là où vous-même vous avez dit que c'est là-bas que se trouvent les voleurs et les corrupteurs. Ils ont dit que 1200 milliards ont disparu en 20 ans. C'est un bilan. 1200 milliards ont disparu tranquillement en perte et profit. On a créé moult institutions qui, j'ai l'impression qu'elles-mêmes ne savaient pas pourquoi on les a créées. Puisque 20 ans après, on se rend compte que la CONAC n'a pas les moyens, la CONAC n'a pas un lien avec la justice, la Chambre des comptes, on ne sait pas quel est son problème, ça va à gauche et à droite. Maintenant, n'est pas le problème. Le citoyen lambda, et moi je vais parler des gens qui sont sortis, et ils ont accepté leur sort. Ils ont accepté leur sort. 30 ans, 31 ans, 50 ans. Mais il y a des gens qui ont eu la perpétuité, qui boivent le thé à Paris. Ah oui. C'est là que se trouve, on se pose la question, quel est le problème? Vous avez les institutions chargées d'aider à la prise de décision, où l'ensemble des gens qui y travaillent ne sont pas compétents. Un type qui confond vol, détournement, faute de gestion. Des gens qui ne savent pas lire un compte de gestion, un compte administratif. Il se retrouve devant Maître Nouga, qui peut être propriétaire parce que son père était propriétaire terrien. Il dit, tu as trop d'argent. On ne sait pas, dans la multitude des institutions chargées de nous amener à mettre un contenu dans l'opération Épervier, qui fait quoi, qui sait faire quoi. Conclusion. Sur les 1200 milliards, si on va au fond, vous allez trouver que certains ont été condamnés au départ 100 milliards, après on dit 250 000. Parce qu'au fur et à mesure, les personnes qui sont devant elles sont mues soit par un impact psychologique, comment tu es plus riche comme ça, soit par un impact politique. Maintenant, nous construisons un pays année par année, anneau par anneau. C'est dans vos plateaux ici que vous avez commencé à voir le faciès géopolitique des gens qu'on arrête. Un homme politique doit savoir s'arrêter puisque lui ne vit que de la politique. Vous commencez à dire qu'il y a trop de gens de telle tribu.
il est temps que d'autres gens de tels, vous-même dans la presse, vous n'extrapoliez que sur des gens qui sont dans vos intérêts. Donc moi je crois qu'il y a un bilan. Le bilan c'est que le pays nous a démontré que nous sommes tous soit complices actifs, soit complices passifs de ce qui nous arrive. Maintenant il y a notre relation avec les institutions internationales. Je ne manquerai jamais de le dire. Banque mondiale et FMI, c'est eux qui font les thèmes des référents des marchés, non? Mais ils le font en fonction des gens qui vont venir prendre et rapter ces marchés. Comment vous pouvez dire que vous voulez la transparence, vous voulez l'équité? Mais quand on voit les conditions d'acquisition du marché, vous vous rendez à l'évidence qu'en fait, on avait tout préparé à l'avance. Maintenant, je prends le citoyen, là, je termine par là. Je prends toujours l'école publique de mon village. Où on fait un carton pour dire qu'on va mettre un point d'eau aménagé, une table banc. Parce que vous êtes contingent de ce que décrivent les autres, c'est-à-dire Banque mondiale et FMI. Vous allez à l'Assemblée nationale, on vote un budget, ça va commencer dans 3 mois, dès que le ministre des Marchés publics sort. Entre-temps, il y a un orage. Le gestionnaire se pose la bonne question. Oui, pour les tables banques pour lesquelles on m'a donné l'autorisation, mais est-ce que les enfants, en ce jour de pluie, vont vivre alors qu'il n'y a pas le toit? Décide donc d'acheter les 4 feuilles de tôle qui manquent. Puisque lui ne peut pas attendre que le ministre des Marchés publics lance le marché, 3 mois après on dépouille. Il paraît que selon la réglementation, c'est une faute de gestion qui devient un vol, qui devient un détournement. Ça crée un sérieux problème. Donc moi je crois qu'il y a un bilan qui est catastrophique. Dans nos jeunes, c'est terminé. On n'a pas mis l'accent sur la sensibilisation, sur l'information, sur la communication. L'objectif. On a plutôt, comme je l'ai dit toujours, voulu changer de barque au milieu du fleuve. Les opérations éperviers n'ont de jus qu'à l'orée des joutes électorales. Ça fait que les acteurs politiques les utilisent à tort et à travers. D'accord. Alors, sur ce bilan, Saint-Éloi Bidoum, c'est un peu flou lorsqu'on écoute les premiers intervenants. On a de la peine à lire, à faire une traçabilité, à prendre d'un bout à un autre pour comprendre l'évolution de l'opération Épervier en 20 ans. L'opération Épervier équivaut à ce qu'on a appelé en France opération main propre. Et en Italie, on l'a appelé opération Manipulite. Il s'agissait, dans la pensée de ceux qui ont élaboré l'opération Épervier, de mener des opérations de salubrité politique. Avoir les mains propres. Politique seulement? Oui. De salubrité publique et politique. Avoir les mains propres pour pouvoir gérer la fortune publique. Mais je me souviens en 1984, quand il y a eu le putsch du 6 avril, les putschistes ont dit, j'ouvre les guillemets, la bande Abia se comporte comme s'il fallait rapidement se bourrer les poches avant qu'il ne soit trop tard. 84. Il a fallu attendre 14 ans pendant que le président Béa demandait les preuves pour que l'opération Épervier voit le jour. Avec l'arrestation de Mouchipou Saïdou, qui était ministre des Télécommunications, et de M. Siam Sioué, qui était directeur du port. Ils ont coupé tous les deux de Siam Sioué de la perpétuité. D'abord 70 ans, et quand il a fourni les preuves qu'il n'avait pas détourné, on a dit, ah bon, la peine. Donc tu as les preuves, tu insistes, on a mis la peine à la perpète. Et l'opération Épervier s'est donc mise en branle. Tout le monde a applaudi. Parce qu'on pensait effectivement qu'il s'agissait de salubrité publique et politique. Et on s'est rendu compte très rapidement qu'il s'agissait plus d'épuration politique. Parce que tous ceux qui avaient eu des velléités de pouvoir ont été interpellés.
Je vous rappelle que mais pas monsieur tous ceux qui ont été interpellés. Vous ne direz pas que Mendoza avec quelques velléités de pouvoir ou de Gérard Ondondon. Ce n'est pas ce que j'ai dit. D'accord, il faut qu'on se comprenne bien. C'est pour démontrer que l'opération Épervier est passée de la salubrité à l'épuration politique. Le professeur Edouard, qui était ministre de la Santé, tant qu'il ne s'était pas prononcé candidat, il était dehors. Mais je rappelle que Edouard et les autres, ce n'est pas encore dans la fourchette considérée comme opération Épervier. Qui commence, elle, en 2006. Ça, c'est avant 2006. Edouard, Mouchipou et autres, c'est avant 2006. Donc on n'est pas encore dans ce que la presse a baptisé opération Épervier. Pour qu'on se comprenne. C'est pour vous dire que ça avait commencé depuis. Dès que Edouard Titus s'est déclaré candidat, le lendemain, on l'a interpellé. On l'a relevé de ses fonctions. Et on l'a interpellé le lendemain. Et on nous a appris qu'il avait été un grand détourneur de fonds. Et nous arrivons maintenant en 2006. Vous savez, la rumeur de la libération du poste de président par M. Biya était en 2004. Les gars se sont dit, bon, on peut encore lui donner 7 ans. Nous serons en 2011. La Constitution met le limite. La naissance d'un mouvement qu'on a appelé le G11. Et ce G11 avait la confiance du président de la République. Et quand ils ont voulu élargir leur assiette d'adhérents, ils se sont heurtés à un certain nombre de personnes qui n'étaient pas acquises. Et ces personnes qui géraient le G11 sont allées dire au président Biya que ces gens-là ont tellement d'argent qu'ils peuvent financer une guérilla. Et qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient que ces gens rallient le mouvement. Ces gens qui étaient sur liquide. Le port autonome était sur liquide. La SIC était sur liquide. Le FECOM était sur liquide. Le crédit foncier était sur liquide. Contre le refus, on a dit au président, voilà. Et le président a dit, allez-y. Et c'est comme ça qu'on a raflé le même jour. On donne donc. Joseph Edou, Gilles-Roger Bellinga. Et je vous dis que nous qui avons côtoyé ces gens au quotidien, même dans leurs cellules, pendant 20 ans, je suis allé au CED toutes les semaines pour rendre visite à ces personnes. Je vous assure que ces personnes sont plus pauvres que vous et moi. Je prends le cas. Ils étaient pauvres, mais pourtant à la tête des entreprises sur liquide. Sur liquide. C'est le paradoxe. Hein. Parce que justement, ils ont refusé. Quand on a demandé à Joseph Edou de financer la construction des amphithéâtres, parce que le G11 avait besoin d'argent liquide, il a refusé. Quand on a dit à Ondondon de venir financer un certain nombre de choses dans le cadre du G11, il a refusé. C'est des gens qui ont payé le prix de la fidélité au président Biya. Ce sont donc pas les prisonniers de Paul Biya, comme d'aucuns l'avaient dit. Ce sont les prisonniers de ceux qui ont fait au fauteuil présidentiel. Et le mur d'indifférence que le président a dressé vis-à-vis de ces hommes, aujourd'hui ils sont dehors. Il faut faire le bilan. Il faut faire ce bilan. Il ne faut pas avoir peur. On a constitué, Amadou Ali a constitué une commission constituée de Maître Vergès et de son beau-frère Dokingé. Amadou Ali s'est même permis de se substituer au juge pour entendre des témoins dans son bureau. Est-ce que vous savez ça? Tout simplement parce qu'on cherchait à coincer ces gens à tout prix. D'accord. Et Amadou Ali a donc piloté un groupe qui a coûté 9 milliards à l'État. Pour aller chercher l'argent. Pour aller chercher l'argent. Récupérer l'argent qui s'était évaporé. Je crois que jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où sont passés les 9 milliards. Et quand vous regardez donc les faits pour lesquels ces personnes ont été condamnées, Edou a été condamné à 40 ans de prison pour détournement de 16 milliards. Or, les 16 milliards qu'il est allé chercher à l'Afrique du Sud ont servi à la construction de Lembe
Et maintenant, ils ont lancé leur programme immobilier. Il a donc détourné quoi? Vous prenez Ondondon, qui a été poursuivi pour un détournement de 50 milliards. À la fin, on est arrivé à 900 millions. Vous prenez M. Olangena qui est en prison aujourd'hui. Je crois qu'on est même déjà à 11 millions, alors qu'il était poursuivi pour... Ça s'effrite tous les jours, au fur et à mesure que les procès avancent. Et vous prenez donc un monsieur comme Bokolebe. Ça, c'est plus grave. Bokolebe, tout ce qu'il a fait en prison là, pour aboutir à un non-lieu. Vous l'avez reçu l'autre jour. Oui. Alors je pose la question. À quoi aura donc servi l'opération épervier? On prend cette question. À la salubrité ou à l'épuration? Moi, je pense pour l'épuration. Et ils ont fait quelque chose de noble. Ils ont accepté leur sort. Ils ont purgé leur peine. J'étais encore chez M. Edou il y a 2 jours. Il ne veut même pas en parler. Il ne veut même pas te raccompagner même à la porte parce qu'il ne veut pas attirer l'attention. Alors nous rappelons que Joseph Edou, le directeur général du Crédit Foncier, a également retrouvé le... Et au moment où il allait en prison, il a laissé 64 milliards espèces sonnantes et trébuchantes dans les coffres forts du Crédit Foncier. Merci, Saint-Éloi Bidou. Nous rappelons qu'Amadou Ali était ministre délégué à la présidence chargé de la justice. C'est pour cela que vous le citez dans le cadre de cette affaire. Mais à vous écouter, il pose la question qui s'impose aujourd'hui. À quoi aura servi l'opération Épervier 20 ans plus tard, Maître Jean Guizou? Vous savez, on dit toujours que nous avons un discours cru. Cru? Oui. Parce que lorsque je viens d'écouter l'aîné Saint-Éloi Bidou, il n'y a qu'une seule chose qui me vient à l'esprit. L'opération Épervier est une escroquerie politique. C'est tout. Et ceux qui ont eu la chance de faire des écoles de management comme nous autres, on vous dit que lorsqu'on veut engager un projet, on l'élabore. Et généralement, si vous prenez les thèmes de référence d'un projet, il y a le contexte, la justification, mais surtout il y a les objectifs. Et les résultats escomptés. Quels étaient les objectifs assignés à l'opération Épervier lorsqu'on a monté ce projet? Première question. Objectifs globaux et objectifs spécifiques. Les objectifs globaux. Et maintenant, si on s'en tient à ce qui était dit à cette époque, vous allez continuer. Il parlait de sensibiliser pour dissuader, et il parlait de réprimer pour sanctionner, et il parlait également de recouvrer l'argent qui aurait pris d'autres directions. Au moins 3 objectifs globaux. Bien. Maintenant, la troisième partie importante des termes de référence, c'est souvent les résultats attendus. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous êtes fixé des objectifs, vous avez maintenant un nombre d'activités, d'actions. Vous devez déjà savoir à l'avance quels sont les résultats auxquels vous aspirez. Maintenant, lorsque vous me lisez lorsque vous dites ce que vous dites là, je suis un peu dubitatif. Rigueur et moralisation sont les 2 piliers qui fondent le magistère du président de la République. On n'a pas besoin d'être un diplômé d'Harvard ou de Yale ou de Cambridge ou même de Yaoundé 2 pour savoir ce que c'est que la rigueur, ce que c'est que la moralisation. Je présume qu'il s'agit de la rigueur dans la gestion de la chose publique et la moralisation dans les comportements des uns et des autres, aussi bien de ceux qui ont en charge la chose publique que des populations. Maintenant, au bout de 43 ans, faire le bilan de l'opération Épervier, quelque part, c'est faire le bilan du magistère du président de la République. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est le procès du magistère. C'est le procès du magistère du président de la République. Parce que nous autres qui, sur le plateau, je suis le plus jeune, et je peux vous garantir que nous qui nous baladons un peu partout au Cameroun, il y a une seule question qu'on pose souvent. Vous voulez dire que personne ne vend l'enrichissement illicite autour de nous? Allez dans les villages, dans les quartiers, regardez la taille des maisons des gens. Regardez les professions qu'ils exercent. Vous voulez dire qu'on ne voit pas l'enrichissement illicite? Donc, moi je pense que c'est une escroquerie politique parce qu'effectivement, à un moment donné, c'est devenu un instrument d'épuration politique. Et le problème ici, c'est que c'est un système. Quelqu'un a dit que ce n'est pas en améliorant une absurdité qu'on prouve une certaine intelligence. C'est en la supprimant. Le système en place est néocolonial. Et la corruption est un carburant pour le système. Demandez au système en place de lutter contre la corruption, je l'ai toujours dit, c'est lui demander
de scier la branche sur laquelle il est assis. Le système se nourrit, se pérennise grâce à la corruption parce qu'il opère des achats de conscience. Il fait de la répression avec l'argent public. Et quoi qu'on vous dise, quand on vous dit aujourd'hui opération épervier, il y a eu des gens qui sont en prison, je veux bien compatir pour ceux qui ont fait de la prison, mais je vous rappelle qu'il y a une partie dont on ne parle jamais, les victimes. Parce que là, on vous dit on a détourné 50 milliards de ceci, tel a été accusé à tort ou à raison d'avoir détourné. Loin de moi l'idée de disconvenir de ce qu'il y a certainement des gens qui n'avaient pas détourné autant qu'on disait. Mais ce qui est sûr de l'argent a été détourné. Est-ce que vous savez que derrière il y a des victimes? Est-ce que vous savez que lorsque quelqu'un détourne l'argent, par exemple, qui devait être reversé à la CNPS pour payer les salaires des gens, c'est des familles entières qu'il a punies? Moi, je suis toujours surpris que lorsqu'on parle de cette histoire, on veut nous amener à compatir au sort des accusés. Je suis d'accord. Parce qu'il y en a qui ignorent les dossiers. Ils ont le droit de... Il y en a qui ne sont jamais allés au tribunal. Ils ont le et qui droit ne savent de... pas exactement ce qu'on reproche aux uns et aux autres. Ils ont le droit de... Ils ont même le droit, ils bénéficient du principe de la présomption d'innocence jusqu'à ce que le tribunal en décide autrement. Mais derrière, il y a les victimes. Et moi, aujourd'hui, lorsque je suis venu à votre émission, c'était pour attirer l'attention sur les victimes. Parce que lorsqu'on vous dit qu'on a détourné 10 milliards qui devaient servir à construire une école, un hôpital, à approvisionner un centre de santé ou, je ne sais pas moi, à faire quelque chose, les destinataires de cette chose, ce sont les populations. Et ces populations sont des victimes. C'est pour cela qu'en principe, quand je dis qu'il faut faire le procès du magistère du président de la République en faisant le bilan de l'opération épervier, c'est parce que les gens ont tendance à vouloir nous faire croire tout le temps que non, vraiment le président de la République, il travaille beaucoup, il travaille bien. Ce sont ses collaborateurs qui ne suivent pas. D'accord. J'aimerais comprendre comment est-ce que... J'aimerais comprendre, pour moi qui suis un leader politique, qui suis appelé, destiné à gouverner mon pays. Jean-Jacques, je vous confie la gestion du port autonome de Douala. Je vous assigne des missions, des objectifs. Je vous donne les moyens de les atteindre. Et je dois mettre en place un système de contrôle, évaluation, réévaluation et peut-être amélioration pour pouvoir ajuster. Et puis au bout de 43 ans, vous êtes toujours là. Vous faites la même chose. Et c'est moi, et c'est vous le problème. C'est la question qu'il faut poser aux gens. Parce qu'il y a des gens qui sont au gouvernement depuis 40 ans. C'est-à-dire depuis que le président de la République est au pouvoir, il y a des gens qui sont là. Ils vont d'un ministère à un autre. C'est un peu comme si vous êtes l'entraîneur d'une équipe de football. Vous êtes l'entraîneur d'une équipe de football. Vous prenez Zogo comme attaquant, avant-centre. Il vous fait un travail de sape incroyable. Et puis vous dites non, comme il a été un très mauvais attaquant, je l'envoie libéraux. Arrivé libéraux, il fait un très mauvais travail, mais vous dites ce n'est pas grave. Je vais maintenant en faire un gardien. Maintenant, l'équipe encaisse des buts en n'en plus finir. Ce n'est pas grave, on va en faire un milieu de terrain. C'est le joueur en question le problème ou c'est l'entraîneur? Il faut arrêter de prendre les Camerounais pour des quiches. L'opération épervier, quand on regarde ce qui se passe 20 ans plus tard, qu'est-ce que nous constatons? C'est que les deux piliers, parce qu'on suppose, quand on regarde l'histoire que de 84 à 94, lorsqu'on commence à dire qu'on va vraiment lutter contre la corruption, le président a demandé les preuves, d'accord. Mais 20 ans plus tard, si on prend les deux piliers de son magistère, rigueur et moralisation, est-ce que sincèrement, vous regardez la gestion de la chose publique au Cameroun? Il y a de la rigueur. Pour ceux qui suivent seulement leur dossier administratif de carrière, je prends seulement ça, les fonctionnaires, ou les agents, ou les entrepreneurs privés qui créent des entreprises. Est-ce que Jean-Jacques, vous savez aujourd'hui que lorsque vous créez une entreprise au Cameroun, vous devez intégrer la corruption et les bacs-chiches comme une charge incompressible de votre activité? Sinon, vous mourrez. Parce que le fonctionnaire des impôts, lui, il en a cru de ce que vous avez investi, vous voulez atteindre des résultats. Son problème, c'est qu'il est venu faire quelque chose, et derrière, c'est quelque chose, il doit avoir de l'argent. D'accord. Est-ce que vous savez que dans la moralisation, on devait normalement, au bout de 43 ans, construire une mentalité où l'homme, le Camerounais, a peur de ravir la chose publique. Parce qu'en fait, le vol, c'est la soustraction
frauduleuse de la chose d'autrui. Alors, si le Camerounais aujourd'hui, quand vous causez avec les jeunes, nos cadets qui ont 25, 30 ans, 35 ans, tout ce qu'ils vous disent, c'est que moi aussi, je vais arriver là-bas. Je ramasse ma part. Quitte à aller à Monégui, où certaines cellules sont climatisées. Je vais rester là-bas, mes enfants vont vivre. Tu peux même te marier. Voilà, les gens font les anniversaires là-bas. Ça veut dire que, à la réalité, et je l'ai dit, le président de la République a prononcé 4 discours depuis qu'il a été réélu à la faveur de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. D'abord le 6 novembre, puis le 31 on va arriver là-dessus. Allez-y, on passe la parole à quelqu'un d'autre. Et moi, ce que je retiens de ça, c'est que peut-être que ceux qui l'entourent n'ont pas compris. Le président de la République est entré dans un mandat, je dirais un septennat testamentaire. Parce qu'il est lui-même désormais conscient de ce qu'il est temps de passer la main. D'accord. Je ne dirais pas qu'il est conscient de ce qu'il a échoué, mais il est conscient de ce qu'il faut désormais passer la main. Franck Wemé, sur cette question du bilan de 20 ans de l'opération Épervier, il y a encore ce vent de scepticisme sur le plateau. Personne ne semble croire à cette opération Épervier. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on se limite aux interpellations des hautes personnalités? On oublie que les prisons sont quand même pleines aujourd'hui des gens d'en bas en bas, entre guillemets. Oui, je voudrais entrer dans l'analyse de cette question en rappelant que, en ce qui me concerne, cette opération trouve sa source plus loin qu'en 2006. Elle trouve sa source dans les cahiers de l'ancien ministre de la fonction publique et du contrôle supérieur de l'État, qui était Gaga Manadji, qui déjà, dans un certain nombre de ses travaux, avait trouvé que les fonctionnaires s'étaient adonnés à un enrichissement très illicite et avait, n'est-ce pas, déposé les dossiers y afférents devant le chef de l'État. Et quelques mois après, il avait malheureusement perdu un pan de son pouvoir. On lui avait retiré le contrôle de l'État en lui laissant juste la fonction publique. Donc il s'était senti mal à l'aise et à l'étroit. Et c'est ce qui avait conduit notamment à sa démission. Je crois que les aînés qui sont sur le plateau et qui m'ont un peu encadré, et Lundu, le grand frère Bidoum et puis Tafeu peuvent témoigner de cela. Donc après, là où je partage le propos de Maître Zogo, c'est que le président de la République en arrivant, il y a 2 concepts importants, rigueur et moralisation. Nous, dans notre mouvement, et je prends encore le grand frère Elundu à témoin, on avait élaboré un thème, le renouveau national, une doctrine, un comportement. Parce que pour nous, il était inadmissible que ces 2 concepts importants demeurent simplement des concepts. Il fallait que dans le comportement quotidien des Camerounais, on ressente de la rigueur et de la moralisation. Je crois qu'au fil du temps, on n'a pas pu véritablement accéder à cela parce que il y a eu à un moment donné un vent d'impunité, oui, du laisser-aller, notamment après 84. Qui continue d'ailleurs, et que nous sommes 142e pays à l'indice mondial de corruption jusqu'à ce jour. Donc c'est un problème. Maintenant, en 2004, aux encadreurs de la présidentielle, alors qu'on l'avait annoncé déjà décédé, et puis plus tard il est arrivé, le président de la République, opérant du palais, avait dit, je cite, il est inadmissible qu'une minorité d'entre nous s'accapare de toutes les richesses au détriment de la majorité. C'était déjà les prémices de cette opération-là. Et en 2006, effectivement, il commence avec l'arrestation d'un certain nombre de hautes personnalités. Il annonce déjà dans un congrès que les gens vont rendre gorge. Oui. Et on a donc un certain nombre de personnalités, les directeurs généraux, puis des ministres. Sur ce plan-là, on peut prendre cette opération comme une force dans le bilan. C'est-à-dire que le fait qu'on arrête un ministre, qu'il aille en prison et qu'il soit condamné, le peuple qui souvent a besoin du sang jubile un peu. Il jubile et à l'appel on prend des gens. Il faut rappeler que la plupart des personnes qui sont arrêtées dans le cadre de cette opération sont sous le cours de l'article 21.1 du Code pénal qui dit que les peines, c'est la peine de mort remplacée aujourd'hui par la perpète. Je parle sous le contrôle de maître Nouga. À partir d'un certain montant. Peine de mort remplacée par la perpétuité ou la peine supérieure ou égale supérieure à 10 ans de prison et plus. Donc vous avez ces peines-là qui ont été appliquées
Et il y a eu comme une espèce, une légère peur pour ceux qui géraient un peu la fortune publique. Malheureusement, une peur qui s'est vite estompée pour laisser la place à un élan d'une gabégie et d'un enrichissement illicite sans effréné. Et maintenant, dans les procédures même de cette opération, et c'est là où on est face aux faiblesses, vous avez la violation flagrante, ça c'est le juriste qui parle, des dispositions de l'article 22 du Code pénal, notamment qui reconnaît que pour ce cas, dans le cas des crimes économiques comme cela, la prévention, le délai de prévention est de 18 mois par exemple. Et au niveau du TCS qui a été créé comme un organe pour renforcer cette lutte-là, vous avez 9 mois pour que l'affaire soit totalement enrôlée et qu'on commence à juger. Or, dans la plupart de ces procédures, justement, il y a méprise de cette disposition du Code pénal, même si il y a un principe qui admet aussi que tant que l'intérêt public l'exige, la personne peut être gardée en détention. Mais il y a quand même des règles claires où des personnes sont arrêtées 4 ans après. L'affaire n'a jamais été véritablement enrôlée. On n'a jamais commencé à juger. Donc, du coup, ça peut laisser penser qu'il s'agit d'une opération d'épuration, comme certains l'ont évoqué ici. Moi, je voudrais dire que j'ai mal parce que dans notre élan d'accompagnement des chefs de l'État, nous avions des aînés de qualité, le ministre Abba, le ministre Languena, qui étaient des amis, des jeunes que nous fûmes. Nous sommes en train de sortir de là, j'aurai 50 ans cette année. Et donc, c'était délicat, parce qu'on dit 120 millions, et puis c'est 18 millions, et puis on est presque sur le cas du ministre Languena, des sommes banales. Alors, si on peut mettre en prison et prendre 4 ans pour juger quelqu'un qui a une certaine notoriété, qui a un domicile identifiable, qui bénéficie même d'un aura public certain, alors qu'on peut prendre des mesures de police dans le genre de résidence surveillée, retrait de passeport, etc., pour limiter les évasions, quand on ne peut pas respecter tout cela, et qu'au bout d'un certain nombre d'années, on se rend compte que les faits reprochés s'amenuisent au fil du temps, on peut être amené à penser qu'il s'agit d'une épuration politique. Ils sont nombreux qui ont eu ça. Regardez par exemple le ministre Ababa. Là, de l'avoir fait attendre plus de 4 ans avant de le juger, on lui a collé ce que moi j'appelle une affaire saugrenue, de tentative d'évasion. Non, écoutez, si quelqu'un comme le ministre Ababa veut s'évader, je ne crois pas qu'il va sortir de prison, aller d'abord chez son médecin pour son coulou, et puis plus tard vouloir aller à la maison, et qu'on fasse un randam, etc. Il avait suffisamment de moyens pour faire autrement. Donc, je n'ai jamais apprécié. Mais maintenant, d'accord. Oui, je veux sortir. C'est la justice. Cette opération avait donc vocation quand même à faire changer les mentalités. Mais force est de constater que la volonté du chef de l'État n'est pas allée jusqu'au bout, parce que à ce jour, nous avons des cas de flagrance, des cas patents qui peuvent amener à penser qu'il y a des détournements de public plus avancés. Vous avez l'affaire de la CAN qui s'est déroulée au Cameroun. La plupart des infrastructures de cette compétition, je dis aucune n'est achevée. D'accord. Entièrement. D'accord. Donc, vous dites qu'on n'est pas sûr que cette opération a eu quelques résultats, du moins dans le cadre de la dissuasion. Je sors, s'il te plaît, Jean. Elle a eu quelques résultats. On a quand même réussi jusqu'à date, sur les 1700 milliards, à déjà ramener dans les caisses du Trésor public environ 8 milliards, ce qui est très faible. Mais il y a, dans cette opération, il n'y a pas que les grands qui sont arrêtés. Vous avez beaucoup de chefs services. Parce que l'opération continue au quotidien, des directeurs, des sous-directeurs qui sont arrêtés tout le temps. On ne fait pas autant de rendement que lorsqu'il s'agit des hautes personnalités. Donc c'est une opération qu'on devrait renforcer, et pour qu'elle soit plus équitable et juste. Pour le moment, il y a quand même beaucoup de points qui peuvent laisser à penser qu'elle a été suffisamment malmenée. Elle avait d'autres calculs qu'un calcul d'assainissement des mers publiques. José-Marie Loulou, est-ce que finalement ce n'est pas un déficit d'encadrement? Le TCS naît en 2011. Pourtant, l'opération Épervier, elle a commencé en 2006. Les procédures sont querellées. Il y en a même qui ont ajouté la loi OHADA qui est ignorée dans le cadre de ces procédures. Est-ce que ce n'est pas cet encadrement-là qui amène à diverses interprétations l'opération Épervier et arriver à un regard pas toujours objectif, pas toujours convaincant? Quand j'écoute l'ensemble du panel,
je suis rassuré à l'idée que nous sommes vraiment dans un mandat de bilan. C'est-à-dire qu'en réalité, vous voyez, il y a une grande confusion sur le plateau. Il y a un bilan, même s'il est négatif. Il faut qu'il y ait un bilan. Tout à fait. Et il faut qu'il y ait un bilan systémique. J'ai bien entendu quelque chose ici dans le sens néocolonial, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans un mandat que même celui qui a initié l'affaire d'espérance et de grandeur, vous voyez que c'est une affaire qui n'est pas concrète. En réalité, nous avons 7 ans pour bâtir un nouveau Cameroun. Vous voyez? Parce que quand les jeunes parlent de 2006, vous vous rappelez de Mboumi, ancien directeur général, de Amakam. On arrête les gens depuis, même depuis l'ère Aïdjo. BCD, d'Afrique, BCD, Baouni, il y a toujours eu des arrestations. Bon, le cas de l'opération au Pérou était qu'on a tout structuré, on a encadré, on a fait la pub. On en a beaucoup, on en a profité pour faire des sous-traitances. C'est certain, parce que moi, je peux en parler avec autorité. Tous ont détourné quelque chose. Tous ont détourné quelque chose. Ne serait-ce que pour soutenir le parti. Ils ont détourné quelque chose. Quand les élections présidentielles arrivent, ou les élections législatives ou municipales, vous voyez les chefs politiques sur le terrain qui avaient des comportements qui n'avaient rien à voir avec leur salaire en fin de mois. Donc il y a eu... Donc, alors la question est la suivante. Ce qui vient de se passer là, d'ailleurs, il faut dire, il faut préciser, je suis d'accord avec Menouga, que c'est des gens qui ont purgé leur peine et qu'à ce titre, ils ont droit au respect de la nation. Moi, j'ai perdu mon petit cousin à 9 ans et demi. Il sortait 6 mois après, l'ancien directeur général adjoint du port autonome de Douala, qui avait été arrêté pour avoir payé une créance par chèque plutôt que par virement. Faute de gestion. À la même personne, au même montant, mais comme il a payé par chèque plutôt que par virement, il a pris 10 ans. Pourtant, il a payé. Et 9 ans et demi après, il a été empoisonné en prison et il est parti. Et celui avec qui il était dans l'opération, celui à qui il avait payé 2 mois après, est aussi parti. Donc nous sommes là dans une affaire qui frôle le tragique. Nous sommes une société dans une tragédie. Nous sommes dans une tragédie qu'il faille regarder désormais avec les yeux d'adulte. Ce n'est pas un amusement, ce qui se passe. Ça peut déboucher sur des troubles. Pourquoi? Pourquoi le douanier, je ne veux pas citer les gens, d'une tontine, qui est camerounais, ne vole pas l'argent de la tontine? Pourquoi il vole l'argent de caisse de l'État? Il n'est pas fondamentalement voleur. Il y a quelque chose dans le système qui crée le vol comme étant un exutoire. Un exutoire. Il y a même des tribus chez nous où pour prouver à la belle famille que vous êtes un brave beau-fils, Vous raptez. vous devez aller voler une fille ou bien voler même un bœuf ou voler un animal parce que vous êtes un dynamique. Vous voyez, donc le vol devient à un moment donné, dans notre société, c'est la bravoure. Le gars qui arrive au village, qui ne peut pas donner à boire, est un gars qu'on regarde de manière méprisante. Tout à fait. Si tu n'as pas l'argent pour donner aux enfants, pour donner aux mamans, pour donner à tout ce monde-là, si tu n'as pas l'argent pour faroter, tu vas à un mariage, on vient te voir, il y a un mort, tu donnes le cercueil, etc. Tu n'es pas un bon fils. Nous sommes donc dans une affaire où il faut passer par une analyse anthropologique, sociologique et politique. Si cela n'est pas fait, c'est-à-dire de manière globale, parce que, je peux vous dire, de tous ces gars-là, l'un des dossiers que nous avons suivis de près, c'est lui d'Edou et Boto. Ceux qui les ont fait arrêter, Boto qui est décédé malheureusement. Faux Boto en Angola, eux-mêmes se sont retrouvés en prison. Mais c'est des lois. Vous êtes d'accord? Vous connaissez le dossier. Et vous l'avez dit au lendemain de son arrestation. Se sont retrouvés en prison. Tous ceux qui sont responsables de mon arrestation viendront me trouver ici. Voilà. Et donc, tous sont arrivés. En fait, est-ce que c'est
est-ce que c'est le procès de Paul Biya? Oui. Non, ce n'est pas le procès de Paul Biya. Maître Noga dit oui. La question que je pose est claire. Franchement, est-ce que nous voulons construire un Cameroun de responsables? Est-ce que vous pensez que moi, je dépends de Paul Biya? Est-ce que vous dépendez de Paul Biya dans votre vie quotidienne? Pourquoi a-t-on créé un système où tout est focalisé? Je suis là dans le bilan systémique. Mon problème n'est pas Biya en tant qu'individu. Où un individu est chargé. Il a 24 heures comme vous et moi. Mais il est chargé de contrôler 30 millions de personnes avec ces 24 heures tous les jours. Donc, allez contrôler, on vous donne des responsabilités, vous êtes là-bas, vous bagarrez, il faut qu'il aille au port autonome de Douala, régler le problème. Mais nous avons vu l'autre jour, nous avons vécu une bataille où un gouvernement s'est soudé. Nous sommes en train de vivre une bataille. Pour régler un problème. Quand vous voyez donc les responsables camerounais au travail, avez-vous l'impression qu'ils pensent au Cameroun? Lorsque quelqu'un, le vol est d'abord une affaire individuelle, un plan que tu ourdis avec des complices, tu dis, bon, il y a un marché de route là entre Yaoundé et Nkolmios de mon village. Il faut qu'on ait quelque chose. Bon, la route là c'est 1 milliard, on fait comment? Est-ce qu'on laisse comme ça ou bien qu'est-ce qu'on prend là-dedans? C'est un complot. Et vous associez des gens. Quand vous avez fait des enquêtes sur ces affaires-là, vous voyez un procès verbal de réflexion, de réception d'un projet, où il y a 9 personnes qui doivent réceptionner en disant que c'est bien fait. Mais les 9 personnes sont complices, venant d'administrations différentes, ce qui neutralise toute capacité de contrôle. Et je ne veux pas citer parce que... C'est ce qui se passe avec les conseils d'administration. C'est clair. Qui ont des services différents représentés. Est-ce qu'on continue avec un modèle qui met tout le monde en difficulté? Dans ce groupe, il y a des jeunes innocents. Dans ce groupe, il y a des coupables. C'est pour ça que pour moi, le bilan, c'est quoi? Enfin, si on devait arrêter un bilan, ce serait de constater que le modèle néocolonial, hyper centralisé, est un modèle d'échec. Nous sommes un pays qui est sur l'itinéraire, le chemin de la construction d'un État-nation avec des micro-nationalités. Vous avez peut-être 300 petites nations. Chacune avait son comportement, chacune avait sa civilisation, chacune avec une culture. Et vous voulez mettre tout ça ensemble. Et vous allez donc vous rendre compte que un gars qui est de mon village, si c'est moi le ministre de la Justice, dès qu'on démarre un dossier, le lendemain il s'évade. Pourquoi? Parce que je protège les miens. D'accord. Ce que ça donne, c'est quoi? Ça donne que l'impression, c'est qu'il y a une injustice quelque part. Est-ce que cette justice, peut-être nous allons en reparler tout à l'heure, cette justice était la justice dont nous avons besoin dans notre pays? Et là, j'interpellerai Maître Noga. C'est justice transversale où on règle un problème de terrain que dans mon village, mon chef règle en une matinée. Il prend 10 ans. À Yaoundé, ok? Moi j'ai des cas. Quelqu'un vient et construit sur votre terrain, il exploite votre terrain, pendant 10 ans, vous avez de renvoi en renvoi, une chose que mon chef de village gère en 2 minutes. On va entrer dans ce sujet-là tout à l'heure. Alors, est-ce que je finis? Oui, est-ce qu'on finit dans un système, où on considère que le vol du BIC qu'on achetait à 1000 francs dans l'administration est une petite affaire? Comment faire en sorte que nous soyons donc dans cette société où chaque citoyen se sent responsable de son pays et de la République? D'accord, on va prendre 2 minutes et demie chacun pour ce deuxième tour de table sur la question. On a entendu ici, Maître Noga, que l'opération Épervier est une sorte de procès du régime contre le régime. Paul Biya est arrivé avec rigueur et moralisation. Il y a eu des dénonciations, il a dit « je veux des preuves ». Il a eu des preuves, il a lancé l'opération Épervier, il a créé une batterie d'institutions, mais lorsqu'on écoute Mémé et les autres, rien n'a changé fondamentalement. Est-ce que quelque chose peut changer dans le système que Maître Zogo décrit ou dans le système que José-Marie Elondou décrit? Quelque chose peut changer et doit changer. Écoutez, la gravité, l'extrême gravité du bilan négatif de l'opération Épervier
c'est la dévalorisation d'une institution fondamentale qui est l'institution judiciaire. Parce que l'opération Épervier... Là, vous répondez à José Marie. Mais oui, l'opération Épervier, vous savez, j'étais au départ de cette opération, de ces avocats qui ont écrit dans les journaux, qui dénonçaient en fait ce qui se passe, au point où ça ne m'a pas valu que des amis. Et je l'ai vraiment senti dans mon... je l'ai senti dans ma profession et dans ma vie. Vous veniez gâter les choses des gens. Oui, on a dit... de quelques prévenus. Oui. Nous avons un tribunal de grande instance qui jugeait tous les crimes. Qui n'a pas été dessaisi jusqu'à présent. Il n'a pas été dessaisi. Oui. Mais pourquoi on fait un tribunal spécial pour ceux qui ont beaucoup volé? Si on a volé, il y a un tribunal. Alors on dit, moi qui ai volé 50 000, je serai condamné. Je n'ai pas le droit de remettre 50 000 ans, on me laisse. Mais moi qui ai volé 500 à partir de 500 000. 50 millions, je ne sais pas moi. millions. Oui, Je peux remettre les 500 millions et puis on me laisse tranquille. Le corps du délit. Ça, du point de vue constitutionnel, c'est une atteinte à l'égalité citoyenne. Tout à fait. Et j'avais dénoncé ça dès le début à titre personnel. J'ai écrit, je crois, le Messager m'a publié à l'époque et peut-être Mutation aussi. Donc, en créant un tribunal spécial pour ça, on m'a dit, c'est pour accélérer, c'est trop lent. Regardez bien, ça n'a pas du tout accéléré par rapport au tribunal de grande instance qui aujourd'hui va très vite. Hein? Parce qu'il y a eu un peu plus de magistrats, un peu plus de salles d'audience et ça va vite. Figurez-vous que quelqu'un qui a volé à Yokadouma, il devait venir être jugé à Yaoundé. Et on me dit, il vient être détenu à Yaoundé. Il n'a pas de famille, sa famille est là-bas. Parce qu'en réalité, l'assistance est un droit du détenu, est un droit de voir sa famille assez régulièrement, c'est un droit également. Donc, l'opération d'Épervier a mis dans la mentalité nationale le fait que le grand voleur a des privilèges. doit être privilégié. Dans le petit Et tribunal. ça, c'est un crime citoyen. Tous les voleurs sont des voleurs. La pire des choses, on a vu dans l'opération Épervier des moments où le pouvoir exécutif donnait des instructions au pouvoir judiciaire. Monsieur le Président, j'ai vu des lettres de ce genre, Monsieur le Président de la République a donné son haut accord pour que Monsieur le Président du tribunal ou bien le procureur général engage des poursuites contre tel pour les faits de détournement des deniers publics et qu'il soit détenu. On dit que le président est juge d'opportunité. Quel président? C'est ce qui se dit autour de l'opération Épervier. C'est lui qui décide du moment. Mais le président n'a rien à voir avec la justice. C'est écrit dans la Constitution et le président Biya le sait. Et le chef de la magistrature suprême quand même. Ça ne lui donne aucun pouvoir sur l'opportunité de poursuite. C'est clair. Il s'agit même déjà jugé. Et poursuite, c'est le procureur de la République. Pourquoi on te poursuit et qu'on doit t'enfermer? Donc, lorsque le président de la République... Quand on a des situations qui prévoient que le rapport est déposé chez le président, le contrôle supérieur de l'État, la Mais présidence non, concourt. écoutez. Ça, c'est déjà prévu par la loi. Vous voyez, nous sommes là à débattre et nous ne sommes pas dans l'amalgame. nous ne sommes pas n'importe qui ici. On va y arriver. Et nous défendons le fait que le pouvoir exécutif doit... On ne défend pas. Mais c'est ce qu'on défend là, monsieur Loulou. On veut comprendre. Mon cher. C'est vous le juriste. Juste, c'est pour ça que j'explique. On veut juste comprendre. Permettez-moi de faire. Le pouvoir exécutif n'a rien du tout à faire dans le déclenchement des poursuites, l'instruction des poursuites, le jugement des poursuites ou bien la condamnation. Absolument rien. Le président de la République est zéro compétent. Il faut que cela soit dit
en matière judiciaire. D'accord. Sinon, Vos 3 minutes sont achevées. oui, sinon on n'a plus d'État. Et l'une des choses que l'opération Épervier a fait, c'est justement de descendre du pouvoir judiciaire prévu par la Constitution pour faire de ce pouvoir une politique publique. C'est-à-dire, quand le président de la République a envie d'atteindre un résultat politique, il prend la justice. Et c'est ce qui s'est passé dans l'opération Épervier. J'appelle les juristes, c'est-à-dire les chercheurs, etc., à étudier cette opération. Vous allez comprendre qu'elle a déstructuré, déstabilisé, annulé en réalité le pouvoir judiciaire. C'est ça son ambition. D'accord. Et dans un État qui veut se construire, mon grand frère, dans un État qui veut se construire, c'est un crime. Ça veut dire qu'on a détruit en réalité le Cameroun. Il faut le recommencer. D'accord. Est-ce que c'est le sentiment qu'on a que dans cette affaire, l'opération Épervier, la justice est aux ordres? Moi, j'ai vu le maire de Mbalmayou, L'actuel, avec là. la CRTV, être arrêté à 6 h du matin quand il voulait aller uriner. On lui a dit que c'est l'opération Épervier. Nous nous sommes interposés. Il est encore maire au moment où je vous parle. Ce n'était pas pour lui.